Frédéric, merci de m'aider. Oui. Les gens au micro 1, s'il vous plaît, on prend place. On va terminer ça en beauté. Alors, commençons. Alors, la dernière conférence, et non la moindre de notre forum, s'intitule « Pluralité des idées, culture du débat, polémique à la française et consensus québécois ». Point d'interrogation. Alors, à titre de correspondant du Devoir à Paris pendant plus de 30 ans, Christian Rioux s'est intéressé aux grands enjeux de la politique française et européenne, comme l'immigration, la laïcité ou la construction européenne. Il est aujourd'hui chroniqueur au Journal de Montréal. Il a publié « Voyage à l'intérieur des petites nations », Carnet d'Amérique, ici, ainsi que Chronique du monde qui vient. Il a été boursier Nieman à l'Université Harvard et récipiendaire des prix Oliver Asselin et Jules Fournier. Accueillons notre conférencier Christian Rioux. D'abord, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de recevoir des invitations et de pouvoir venir au Québec parler à mes compatriotes. Parce que, petit aparté par rapport au débat de tout à l'heure, je vis depuis 30 ans en France et je ne suis pas français. Excusez-moi. Ça fait 30 ans que je vis là. J'ai la même langue, j'ai une grande partie de la culture française. J'admire la France, comme ça se peut pas. Mais je ne suis pas français. Mon fils est à moitié français, et mes petits-enfants, je pense, sont français. Pour dire, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure dans le débat, là, ça me démangeait un peu. Donc, voilà, c'est dit. C'est dit. Bien, écoutez, merci donc de cette invitation-là. Quand on m'a proposé ce sujet de conférence, parce que c'est Mme Châtelier qui me l'a proposé, et ça m'allait parfaitement, j'ai tout de suite pensé à un événement qui s'est produit il y a à peu près 3 mois, peut-être 2 mois en France. J'étais confortablement installé à Paris, devant mon téléviseur, quand tout à coup apparaît sur mon écran l'émission de Mathieu Bock-Côté qui interviewe qui? Étienne Alexandre Bourgard. J'étais là, j'ai dit, mon Dieu, je me pinçais, je suis-tu à Paris ou je suis à Montréal? Et on peut penser ce qu'on veut de ces deux personnages-là, la question n'est pas là. On peut les adorer, on peut partager leurs idées, on peut être d'accord, en désaccord, mais avouez que c'est terriblement étonnant et terriblement incongru, je dirais à la limite, de voir comme ça 2 Québécois discuter tranquillement et longuement, une demi-heure, 3/4 d'heure, d'un livre québécois, qui était un ouvrage québécois, concernant largement le Québec, mais à Paris. Et faire ça sur une grande chaîne de télévision, une chaîne une chaîne importante, une chaîne très écoutée et qui, évidemment, en prime time, c'est-à-dire, comme disent les Français, à 1 heure de grande écoute. Étrangement, je pense que ce débat-là n'aurait pas pu avoir lieu au Québec. C'est triste à dire, après avoir écouté le débat, je pense que ce débat-là n'a pas pu avoir lieu au Québec. Vérification faite, Étienne Alexandre Bourgard n'a pas eu de meilleure entrevue au Québec. Chez lui, dans son pays natal, il a eu droit à une courte apparition à Télé-Québec, d'à peu près 5 minutes, je pense, en tout cas dans un débat avec d'autres personnes. Et il a eu droit à une entrevue, moi j'aime ça des entrevues style KGB parce que j'en ai déjà eu, à Radio-Canada. Donc, une entrevue très, très critique et pas aussi longue que ce qu'il a pu faire sur CNews à Paris. Alors, je le répète, il ne s'agit pas d'être d'accord avec eux, mais la France et le Québec, je pense qu'on le voit. Au Québec, il n'y a pas de tribune comme celle-là. Étienne Alexandre Bourgard n'aurait pas pu avoir une tribune comme celle-là au Québec. On pourrait aussi même se demander, à la limite, comment ça se fait qu'un personnage comme Mathieu Bock-Côté est aujourd'hui pas un animateur, mais un intervenant connu en France qui a une émission quotidienne, alors qu'il n'y a pas ça au Québec. Je le dis encore, quoi qu'on pense de ses opinions, c'est quelqu'un qui a un talent absolument extraordinaire, de toute évidence, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, mais c'est comme s'il n'y avait pas de place pour lui au Québec, évidemment à l'exception du Journal de Montréal.
On pourrait, je pense, multiplier les exemples comme celui-là. J'en ai un qui est très cocasse, qui est très amusant. Il y a peut-être 1 an, le directeur de mon ancien journal du Devoir, Brian Mayes, a écrit une longue lettre dans Le Monde sur l'état des médias, sur la question aussi de la montée de la droite et tout ça. Ça faisait une page complète dans Le Monde. C'était étonnant. J'avais jamais lu un texte aussi long que ça de mon propre directeur, et il n'y aurait eu aucune place, même dans Le Devoir, pour publier ça. Tellement c'était long. Vous voyez comment c'est incongru. Je lisais ça, puis je me dis, mais où on pourrait publier ça au Québec? Nulle part. Enfin, peut-être dans une revue un peu confidentielle, mais certainement, et même pas dans le Devoir. Donc, je pense qu'on voit bien que la France et le Québec, c'est 2 mondes, quelque part, dans le domaine du débat politique. Pour le dire simplement et peut-être brièvement, il y en a une qui a tendance à favoriser et peut-être même à attiser le débat, à favoriser la controverse, à favoriser la polémique. Parfois, ça vire à la guerre civile, mais bon, c'est la France. Et il y a un autre, il y a le Québec, qui a tendance, lui, à temporiser, à réduire les antagonismes, quand on n'a pas tendance, tout simplement, des fois, à éteindre le débat. J'ai un ami journaliste aussi qui récemment est arrivé à Paris, de Montréal, et qui se retrouve sur des plateaux de télévision où ce qu'il me dit, c'est qu'il faut pédaler. Il faut pédaler vite pour répondre aux intervenants français. Et ça, il n'y avait pas, évidemment, cette habitude-là. J'ai dû aussi, d'une certaine façon, l'acquérir quand je suis intervenu à l'émission Kiosque de TV5 que j'ai faite pendant à peu près 20 ans. À l'opposé, des journalistes français reviennent du Québec en disant « Ils sont donc gentils, les Québécois. C'est donc tranquille, le débat là-bas. Ils nous aiment beaucoup, ils nous embrassent, ils nous adorent. Mais bon, des fois, on s'ennuie un peu. » Avouons-le, je pense qu'on a toujours été, je le dirais comme ça, on a toujours été plus Montaigne que Voltaire. Montaigne, c'était un magistrat, on l'appelait à Paris pour aller négocier, pour aller calmer les choses, pour aller réconcilier, pendant les guerres de religion, pour aller réconcilier les populations. Voltaire, c'était pas tout à fait ça. Voltaire, il mettait on le dira plus tard, il mettait la plume dans la plaie, quelque part, et il attisait les contradictions, mais en même temps, il révélait des choses et il développait l'esprit critique. Au Québec, il n'y a pas eu, je citais Mathieu Bock-Côté tout à l'heure, mais ce n'est pas le premier, quelque part, qui s'exile. Il y a une tradition québécoise, quelque part, d'intellectuels qui partent en France, qui partent vivre là-bas. Là. Je ne citerai pas mon cas parce que c'est assez différent. Je suis allé là comme correspondant, mais pensons à François Hertel. François Hertel, qui était un grand intellectuel des années 40-50 et qui se fait expulser de la Compagnie de Jésus en 1947 et qui se retrouve à Paris, exilé à Paris. On faisait les gens de Cité Libre, à l'époque, je pense, faisaient le pèlerinage à Paris pour aller rencontrer François Hertel et discuter avec lui. On pourrait penser à Anne Hébert aussi, qui quelque part, a senti dans les années 50, 54, je pense, autour de ça, la nécessité de s'exiler pour avoir plus de liberté, je dirais, quelque part, pour écrire. Bon, c'est le Québec des années 50. Est-ce qu'on est revenu à cette époque-là? Question, et je vais essayer peut-être d'en parler un peu et de situer les 2 pays avec à la fois leurs avantages et leurs inconvénients, c'est-à-dire leurs qualités et puis leurs défauts, parce que je pense que tout n'est pas noir et blanc là-dedans. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, à la fois dans le débat intellectuel en France et dans le débat intellectuel au Québec. Enfant, j'ai fréquenté les écoles françaises de Montréal. Je ne sais pas si c'était un avantage, une chance ou un privilège, mais j'ai fréquenté les écoles françaises de Montréal. Et c'était assez amusant parce que quand on disait nos ancêtres, les Gaulois, pour mes amis autour, qui étaient souvent polonais, hongrois, juifs, et des origines diverses dans ces écoles-là, le seul pour qui c'était vrai, c'était moi. Mes ancêtres, c'est les Gaulois. Alors que pour les autres, ça ne l'était pas nécessairement, qui eux étaient français.
Et je me souviens très bien que mon manuel de géographie commençait toujours comme ça. La France est un carrefour. La France est un carrefour, la France est un carrefour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la France est un pays où se sont rencontrées plusieurs civilisations. Se sont rencontrées plusieurs choses qui n'étaient pas faites pour vivre ensemble. Et que finalement, on a trouvé par toutes sortes de moyens une façon de les faire vivre ensemble. De faire vivre la diversité, si on veut. J'aime pas tellement le mot diversité parce qu'aujourd'hui, il est tellement utilisé à toutes les sauces que c'est un mot un peu inquiétant, un peu, en tout cas, à mettre de côté. Il y aurait besoin de repos, hein, le mettre en jachère. Hein, le mettre en jachère, on verra dans quelques années si on peut encore le réutiliser. Donc, la France, c'est à la fois, je dirais, prenons des exemples, c'est à la fois un climat méditerranéen, un climat océanique, puis un climat continental. Sur un tout petit territoire, enfin pas tout petit, mais pour nous Québécois, c'est assez petit. C'est le quart du Québec à peu près. La France, c'est des montagnes, jeunes, vieilles, c'est des plaines, puis c'est des garrigues. C'est la Normandie, dont je disais tout à l'heure que c'est le seul endroit où on ne me demande pas si je suis Québécois ou Canadien, parce que mon accent n'est pas remarqué là-bas. C'est la Normandie, donc anglo-normande. C'est l'Alsace, qui a été tour à tour allemande et française. C'est la monarchie et la république. Et on pourrait dire quelque part les deux aussi. C'est la monarchie républicaine. C'est le terme qu'on utilise très souvent pour qualifier la Ve République. C'est la langue d'oï. C'est la langue d'oc. Sans oublier les langues régionales qui en France, ont duré très longtemps. Jusque dans les années 50, en tout cas, on parle les langues régionales. Souvent, la grand-mère de mon épouse parlait une langue régionale, l'occitan. C'est les catholiques et les protestants, donc les guerres de religion, donc tout ça. Et ça, je pense que c'est important de le souligner, c'est la communauté juive la plus importante d'Europe. La deuxième après les États-Unis et évidemment Israël, là, c'est la deuxième plus importante. Les Juifs sont partout en France, dans les élites, à tous les niveaux. Et en même temps, c'est la plus grosse communauté musulmane d'Europe. Alors, on voit que cette diversité-là qui a existé dans l'histoire, elle se perpétue, est encore aujourd'hui extrêmement présente. Alors, pour tenir ça ensemble, comment on fait pour tenir ça ensemble? En France, il a donc fallu avoir un État fort, tout le temps, à toutes les époques, que ce soit à l'époque de la monarchie absolue ou à l'époque de la Ve République avec De Gaulle. La France a toujours un État fort. Sans État fort, la France, quelque part, n'existerait pas. Elle aurait explosé. Elle serait plus ce qu'elle est aujourd'hui. C'est vrai pour la langue. Hein, la langue française, c'est un peu le fait de François Ier, hein, qui va signer l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539. C'est Richelieu qui crée l'Académie française. La langue française a une particularité par rapport à beaucoup d'autres langues. C'est une langue où l'État a été extrêmement présent. C'est l'État, à partir de l'Île-de-France, qui va créer cette langue-là, qui va tranquillement l'imposer dans l'administration publique, et ça va devenir la langue française. Donc, c'est une langue, pour ça que c'est une langue littéraire aussi. C'est une langue qui est faite à partir des livres, plus qu'à partir de l'oral, du moins en France. Et c'est donc un pays où il a fallu faire des compromis. Il a fallu apprendre quelque part à vivre ensemble. Il y avait l'État, bien sûr. Et je pense qu'un de ces compromis-là, de toute évidence, c'est la laïcité. C'est pas pour rien que la France, quelque part, a inventé la laïcité. Le mot vient de là, en tout cas, il vient de la France. La réalité aussi, un peu avant 1905 et après, c'est la France qui invente la laïcité parce que elle a connu les guerres de religion. Elle sait ce que c'est, cette déchirure-là, ce drame-là qu'est la guerre des religions. Et c'est elle qui a trouvé cette façon-là de vivre ensemble, c'est à savoir de neutraliser l'État, en faire en sorte que l'État n'ait aucune religion, même soit a-religieux. Pas anti, mais a-religieux. C'est-à-dire, pour l'État, ça n'existe pas, les religions. Il existe des citoyens, puis c'est tout. Et je dirais qu'après aussi, parmi
Pour vivre ensemble, il a fallu que la France s'invente une culture du débat qui est très caractéristique de la France et qui est, à mon avis, une forme de compromis subtil, justement, pour vivre ensemble. Le débat, c'est toujours mieux que de se taper dessus, évidemment, et c'est ainsi qu'en mêlant les traditions aristocratiques et l'égalitarisme républicain, on a créé une façon, je dirais, de débattre en France qui est très particulière. On a créé une sorte de conversation qui est permanente, c'est-à-dire qu'au lieu de, comme je vous disais, de se taper dessus, on s'est retrouvés, notamment dans des grands salons littéraires qu'on avait hérités de l'aristocratie, où républicains et monarchistes pouvaient rivaliser, je dirais, de mots d'esprit, rivaliser d'intelligence, rivaliser de littérature, de textes littéraires, dans ces grands salons-là, où à la fois tout le monde pouvait être là, sans se taper dessus, mais par une sorte de concurrence, je dirais, dans ces salons-là, il y avait une sorte de concurrence d'intelligence qui ont fait l'esprit français quelque part, mais qui permettait à la fois des républicains, à la fois des royalistes, à la fois des gens venant de partout, des gens qui avaient des origines très diverses, de se retrouver au même endroit et à la même place. Et je pense que les Français, quelque part, ont inventé une forme de conversation intelligente, qui est celle que tout le monde pense à Bernard Pivot, par exemple. Pensons à ces émissions-là qui nous ont alimenté, qui ont alimenté notre débat. Alors, c'est cette culture-là, avec ses codes, avec son cérémonial, qui permet à des intellectuels radicalement opposés de débattre, malgré tout ensemble. On peut venir de n'importe où, pourvu qu'on y mette la forme quelque part, parce que c'est un code, c'est des rites. On peut penser différemment, mais on s'intègre parce qu'on pratique les mêmes rites, on pratique les mêmes codes, on parle la même langue, on la parle bien. Et donc, c'est une forme d'intégration qui ne vous oblige pas à penser la même chose, mais qui vous oblige à vous mettre dans le même format, l'espèce de même... c'est des codes et des rites. C'est des codes et des rites. Et ça, c'est fondamental. Ça permet aux gens, sans penser la même chose, quelque part, de vivre ensemble. Au Québec, c'est pas du tout la même chose. C'est très, très, très différent parce qu'on ne vient pas du même endroit, on n'a pas la même histoire. D'abord, je pense que nous, on est largement un peuple d'Ancien Régime. Je parlais de Montaigne tout à l'heure, puis de Voltaire. Je pense qu'on est très largement un peuple d'Ancien Régime. On est un peuple aussi de tradition orale. À l'oral, on ne fonctionne pas de la même façon. À l'écrit, moi je suis à l'écrit, on formule ses idées, on est souvent polémique, on tranche les choses, l'écrit reste, ça ne bouge pas. Les opinions qu'on a émises une fois, il faut vivre avec après. elles sont là, mais des fois, il faut vivre avec. À l'oral, c'est pas pareil. À l'oral, vous savez, les gens que vous avez un peu brassés dans un écrit, le jour où vous les rencontrez, c'est pas pareil. On fait des compromis à l'oral. Hein? On est des paysans qui jasent sur le cléon des clôtures, là, de chaque côté des clôtures. Ben, on moyenne à l'oral. Et le Québec, je pense, est de tradition orale. On est aussi, je dirais, étant un peuple minoritaire, on est tricoté serré quelque part. Et on a survécu parce qu'on était tricoté serré, parce qu'on s'est tenu les coudes. Et parce que la France n'est pas dans ce cadre-là. Il a fallu permettre à des gens très différents de vivre ensemble. Nous, on était des gens différents, mais par rapport à l'adversité. Donc, il a fallu se serrer les coudes, entre nous, pour pouvoir survivre. Et puis, il a fallu résister. Ensuite, il a fallu faire aussi des compromis avec l'occupant. Et ça ne favorise pas tout à fait les opinions dissidentes quand on veut faire des compromis. Nos rares moments, je dirais, de révolte ont été sauvagement réprimés. Ce qui fait de nous, je dirais, un peuple qui
n'a pas encore connu sa pleine liberté, le plein exercice de sa souveraineté et donc de sa citoyenneté. Parce qu'il n'y a pas de débat franc sans citoyenneté et il n'y a pas de citoyenneté sans souveraineté. La souveraineté du peuple, c'est le point de départ de la citoyenneté. On devient un citoyen parce qu'il y a la souveraineté du peuple fondamentale qui est là. Le Québec n'est pas encore tout à fait un peuple souverain. Et dans notre histoire, la religion a tenu un très grand rôle. Moi, j'aime dire que la religion, c'est ce qui nous a sauvés, parce que je pense que la religion nous a sauvés. Les clercs, les religieux nous ont sauvés. Ils ont préservé la langue. Pendant longtemps, c'est la seule institution qu'on avait. Il n'y avait pas d'autre organisation véritable. L'État n'était pas très, très présent, très important. Donc, notre organisation sociale, c'était l'Église. Et c'était même notre politique étrangère, l'Église. C'était notre façon de se promener, de se projeter à l'étranger. Les religieux de l'époque circulaient beaucoup. Ils allaient voir les francophones aux États-Unis. Ils allaient au Vatican. Donc, c'était nos ambassadeurs, quelque part. C'était nos ambassadeurs et notre politique étrangère. Mais si les religieux nous ont sauvés, moi j'ai tendance à dire aussi qu'ils nous ont castrés, d'une certaine façon. Les religieux nous ont sauvés, mais ils nous ont castrés. Ils nous ont appris évidemment l'obéissance et ils nous ont appris à tendre l'autre joue. J'aimais cette formule-là. C'est une formule que j'avais souvent soumise à Yvan Lamonde à l'époque, qui est décédé récemment, là, il n'y a pas très longtemps, et qui trouvait intéressant. Et il me disait souvent, ça m'a pris 5-6 livres pour arriver à cette conclusion-là. Donc, quelques dizaines d'années de travail. Alors, c'est pourquoi le débat au Québec, c'est plus compliqué. Autant en France, il faut le modérer, il faut le calmer, il faut éviter que les gens que ça vire en guerre civile. Autant au Québec, c'est autre chose. Et c'est autre chose parce que le Québec vit toujours dans l'œil de l'autre, quelque part. On est toujours sous l'œil de l'autre au Québec. C'est pas facile de débattre quand notre laïcité, qu'on arrive à établir, à discuter entre nous, se retrouve à la Cour suprême. C'est-à-dire, notre laïcité est toujours soupçonnée par un autre peuple d'être raciste, d'être islamophobe, d'avoir tous ces défauts-là. C'est dur le débat dans ce temps-là. Les Français n'ont pas à subir ça. Ils débattent entre eux. Puis le jour où ils arrivent à des conclusions, ils arrivent à des conclusions. Nous, on arrive à des conclusions, mais ce n'est pas terminé. Notre débat n'est pas terminé. Il faut qu'il s'en aille à la Cour suprême après. Il faut qu'une autre nation nous donne son tampon. Et donc, on est toujours, quelque part, surveillé, épié, quelque part dans nos débats. Évidemment, on se sent... on peut pas faire ce qu'on veut dans ce débat-là. Et il nous arrive aussi de nous accommoder de cette situation-là. De se dire, ben écoutez, on va de la trouver, entre guillemets, confortable. Comme dans l'expression affreuse que je déteste, là, qui est un anglicisme, je suis confortable avec ça. Hein? C'est bon. On entend d'ailleurs de plus en plus souvent, ça m'inquiète. Et je me permettrais de citer Marie-André Lamontagne, qui en juin 1995 avait écrit un paragraphe assez extraordinaire sur ce sujet-là. Elle disait, c'est peut-être un peu carré, mais en tout cas, ça porte à réfléchir. Elle disait, nous ne savons pas débattre. Nous ne savons pas ironiser. Nous préférons nous gausser, ce qui est plus facile. Et dans les gazettes, on ne s'en prive pas. Évidemment pour les journalistes. Où nous prenons la mouche, nous jalousons ceux de la famille qui ont trop réussi et leur préférons nos gloires, nos réputations, nos colloques, nos héros, nos cabotins, nos prix, nos poètes si nombreux et notre théâtre si original et l'incontestable vitalité de notre littérature qui s'autosuffit, ce en quoi elle serait bien la seule au monde, et notre cinéma, nos arts. Nous sommes distincts, nous sommes la pointe avancée du féminisme, de l'anti-intellectualisme, nous sommes l'Amérique. Alors, il est 11 heures, on appuie sur le bouton et on s'endort. C'est méchant comme texte, c'est très français, donc c'est un style très français et polémique. C'est méchant, mais je pense que ça dit quelque chose de nous, en tout cas. On est un peu
on est un peu comme ça. Combien de fois, moi, je me suis fait dire, toi, puis tes intellectuels français, là, arrête un peu de nous achaler. L'écrivain Robert Élie, québécois, disait que l'esprit dort et tout le monde est content. Mais il y a un revers à ça. Il y a un revers à ça. Et ça ne nous a pas empêchés d'avoir aussi de grands polémistes. C'est le yin et le yang, là, c'est l'envers de la médaille. De grands polémistes, souvent d'ailleurs inspirés de la France, qu'on pense à Arthur Buy, Henri Bourassa, Olivier Asselin, Claude-Henri Grignon, qui était très, très grand polémiste, Pierre Bourgault et Pierre Falardeau. Pierre Falardeau, dont je pense tout le monde s'ennuie ici. Hein, la liberté, ce n'est pas une marque de yogourt. Je pense que la formule va passer à l'histoire. Malheureusement, aujourd'hui, je dirais que la simple mention de ces noms-là semble évoquer un art qui s'est perdu, qu'on ne veut plus pratiquer. Un directeur, moi, d'un grand quotidien m'avait dit un jour que, oui, les polémistes, ça existait, mais que c'était plus une affaire d'aujourd'hui. C'était plus aujourd'hui d'actualité. La polémique, c'est quand même le sel du débat. Mais il y en a qui n'aiment pas manger épicé. Alors, voilà. Alors, ces deux traditions, celle du débat à la française et à la québécoise, sont peut-être différentes. Elles le sont. Hein? Il y en a une qui vient de Mars, l'autre vient de Vénus. Mais elles sont, je dirais, aujourd'hui dans le même bateau. Elles sont attaquées, quelque part, de toutes parts. Moi, je l'avoue, depuis que j'écris et que je participe au débat public, ça fait déjà un certain temps, je trouve que le débat, je trouve que la liberté d'opinion, c'est jamais plus mal porté qu'aujourd'hui. Moi, je suis de la génération de l'après 68. Nos aînés, je dirais, avaient fait le ménage. Peut-être un peu trop, des fois, mais le ménage quand même. La censure cléricale, c'était depuis longtemps effondré. Je n'ai jamais connu ça. Les gens de ma génération n'ont jamais connu ça. L'index, c'était une légende qu'on nous racontait et qui était d'ailleurs peut-être pas si dramatique que ça à l'époque, comme on a pu le dire, mais pour nous, ça n'existait pas. Et s'il y a une chose que je ne pouvais pas imaginer, c'est bien le retour de la censure. Moi, j'étais de l'époque où il est interdit d'interdire. Dans mon journal de collège, au Cégep du Vieux-Montréal, ici, je ne peux pas imaginer les bêtises qu'on pouvait écrire là-dedans. Vous ne pouvez juste pas imaginer la liberté qu'on avait. Et jamais un directeur du Cégep se serait pointé dans le local du journal du Cégep pour nous dire « ça, il ne fallait pas écrire ça, vous exagérez un peu. » Jamais de la vie. Il y a des articles dont j'ai encore le souvenir et dont j'ai à la limite presque honte. Heureusement, il n'y avait pas Internet à l'époque, alors ces textes-là, vraiment, il faudrait être un collectionneur pour les retrouver. Donc, la censure, Jacques Dufresne, le philosophe Jacques Dufresne, le 7 janvier 2017, avait écrit une phrase qui, pour moi, explique beaucoup de choses sur la situation d'aujourd'hui. Il disait « En ce moment, la censure suinte de partout. Elle a son centre partout et sa circonférence nulle part. » Et il avait écrit ça à un moment où il y avait eu un débat sur un de mes textes dans Le Devoir à l'époque, et j'avais trouvé que c'était une formule assez magistrale pour décrire un peu ce qu'est aujourd'hui la censure, où est son centre, où est sa circonférence. Ce n'est pas toujours évident de la trouver. Aux États-Unis, le sociologue Yascha Mounk, lui, il dit à peu près la même chose. Il dit « L'époque où les Britanniques, parce que c'est un article qui portait sur les Britanniques, pouvaient s'exprimer librement, sans craindre de finir en prison, est désormais révolue. » Il serait trop long ici d'énumérer tous les cas assez bizarres aujourd'hui qu'on voit où, pour la simple expression d'une idée simple ou à la limite même
une opinion un peu colérique, un peu qui déborde un peu de la normalité. On se retrouve devant les tribunaux, où on se retrouve, je dirais, cancellé, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire un peu effacé du paysage. Un habitant du Yorkshire, par exemple, Pete North, qui a vu débarquer chez lui la police pour avoir écrit sur X, c'est pas très élégant comme formule, mais il avait écrit « Fuck Palestine, fuck Hamas, fuck Islam ». Mais la police débarque chez vous le lendemain matin là, pour une bêtise pareille. J'imagine si à l'époque, dans mon journal de cégep, la police avait débarqué, elle aurait débarqué souvent. En août 2023, une femme de 22 ans a été poursuivie devant les tribunaux pour avoir traité sur Internet un joueur de football, d'un terme là aussi qui n'est pas très élégant. Elle l'avait traité de nigga, N-I-G-G-A, dans sa langue africaine, ça voulait dire quelque chose. Mais l'ironie du sort, c'est qu'elle était noire, elle aussi. Donc ils se traitaient entre eux de ça. Elle s'est retrouvée dans les tribunaux. En Finlande, la semaine dernière, on apprenait que la Cour suprême venait de condamner un député conservateur et un évêque luthérien pour avoir tenu un discours de haine. Un discours de haine, pour eux, il s'appuyait sur un texte de Saint Paul dans le Nouveau Testament et soutenait que, selon eux, la légalisation du mariage homosexuel contribuerait à la disparition ou à l'effritement de la famille. Quoi de plus normal pour un chrétien que de s'appuyer sur Saint Paul pour défendre cette idée-là? On peut être d'accord là aussi ou pas, mais on est condamné par un tribunal aujourd'hui quand on dit ce genre de choses-là. En Allemagne, il y a un article aussi, 188 du Code pénal, qui prévoit dorénavant des peines de prison pouvant aller jusqu'à 5 ans pour outrage à un élu, à un député. Dieu sait que quand on est derrière des portes closes, toutes les méchancetés qu'on peut dire sur nos élus, tous les mots qu'on peut avoir à leur égard, ça m'arrive, ça arrive à tout le monde fait ça. Mais aujourd'hui, si on vous enregistre, si on vous entend aujourd'hui dire ça, on peut, en Allemagne en tout cas, se retrouver en prison. Fait qu'il serait un peu long d'analyser comment cette censure, et je dirais en particulier sur Internet, est en pleine explosion. Il y a eu 2 grands moments, je pense, où on a vu se développer la censure sur Internet. Le premier moment, c'est les débuts du premier mandat de Donald Trump, où toute la polémique qui a duré à peu près 2 ans ou 3 ans sur l'influence de la Russie dans son élection a fait en sorte qu'on a développé des moyens de contrôle sur Internet. Il y avait, je ne sais plus, des millions de tweets qui avaient, semble-t-il, aidé Donald Trump à être élu. Ça a été un gigantesque scandale. Ça a duré 2 ans. Et à la fin, il n'y avait rien. À la fin, personne n'a jamais été capable de prouver la moindre petite chose. Les journaux se sont lancés à la recherche de ça. Il y a eu des péripéties incroyables. Les démocrates, évidemment, étaient derrière tout ça. Et à la fin, on n'a jamais pu mettre la moindre évidence sur une influence russe dans l'élection de Donald Trump. Mais on a développé, par contre, à ce moment-là, des moyens de censure, des moyens de contrôle sur Internet qui sont assez fabuleux. Ce serait long de faire toute l'historique de ça. Ça date d'Obama, ça s'est transformé, ça s'est multiplié. L'autre moment crucial, je pense, où on s'est mis à développer cette censure-là, c'est toute la période de la COVID. Vous vous souvenez probablement de la lutte contre les complotistes. Il y a des gens qui étaient contre les vaccins, il y a des gens qui avaient toutes sortes d'opinions, mais c'était plus juste des opinions normales. C'était le sort de la société était lié à ça. Et évidemment, dans les officines américaines et un peu partout, là, on s'est mis à développer clairement des moyens de contrôle sur Internet où on mettait de côté les messages qui faisaient pas l'affaire. Tout ça pour dire qu'il y a tout un appareil aujourd'hui de censure sur Internet qui existe, qui est là. Et toute la question, c'est de savoir qui va le contrôler. Toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ce système-là. Ça existe en France, ça existe en Europe. En Europe, il y a tout ce qu'on appelle le Digital Service Act, qui aujourd'hui est contesté par les Américains, mais qui est un immense appareil qui veut notre bien, quelque part. Il veut notre bien, mais qu'est-ce qu'on appelle notre bien?
Et c'est une immense organisation où on mobilise d'ailleurs des ONG, des organisations non gouvernementales, pour faire le choix, pour référer des tweets qu'on considère nocifs, dangereux, illégaux. En général, ce n'est pas qu'ils sont tellement illégaux, c'est qu'on les juge nocifs. Et ensuite, on les supprime ou on réoriente. Vous savez comment c'est fait? On réoriente des algorithmes pour que vous n'ayez pas trop de chances de tomber dessus, que vous découvriez autre chose plutôt que ces tweets-là. C'est un gigantesque appareil. C'est très complexe, en tout cas, comme chose. Moi, j'ai découvert ça récemment par mes lectures. Mais ceci dit, les freins au débat aujourd'hui, les freins à la discussion, je pense, ne viennent pas seulement de ce genre de censure verticale. Parce que ça, c'est l'État qui censure, c'est l'Union européenne, c'est le gouvernement américain. Mais ça vient aussi, je dirais, d'une forme de censure horizontale qui fait que dans le débat, de plus en plus, on disqualifie les gens ou on disqualifie l'adversaire. On en parlait tout à l'heure, on parlait de polarisation du débat. Moi, j'ai passé l'essentiel de ma vie et de mon temps dans des débats où jamais on ne parlait d'extrême droite, de fasciste, de droite radicale, de gauche radicale. Aujourd'hui, ces mots-là sont partout, je dirais, partout dans le débat. Et dans bien des cas, ils servent uniquement à discréditer, dans le fond, l'adversaire. Prenons des exemples. François Mitterrand, en 89, disait « En matière d'immigration, nous avons franchi le seuil de tolérance. » Il disait ça en 1989. À la même époque, Alain Juppé, qui était à droite, lui, parlait de l'immigration zéro en France, qu'il fallait atteindre l'immigration zéro. En 1970, René Lévesque, ici, accusait Ottawa de vouloir noyer les Québécois grâce à l'immigration massive. Tous ces gens-là, aujourd'hui, seraient traités d'extrême droite. Tous. Sans exception, sinon pire. Sinon pire. Et à l'époque, ils faisaient partie du débat. On pouvait être d'accord avec eux, on pouvait être en désaccord avec eux, mais ils faisaient partie du débat. Mais évidemment, si on les traite d'extrême droite, si on les traite de fascistes, on ne discute plus avec ces gens-là. Or, on se retrouve des fois dans des situations, moi je le vis concrètement en France, je pense que c'est moins présent ici, bien que je sens que ça s'en vient, on voit apparaître ces dénominations-là. Mais en France, c'est très présent. Et on se retrouve dans une situation où on ne discute plus à peu près avec 40% de la population. C'est-à-dire, on discute entre nous. Nous, les journalistes, on discute entre nous, on est bien. On n'est pas trop en désaccord, ça va, on fait des compromis. Mais on oublie quelque part 40% de la population parce que ces gens-là, ils sont d'extrême droite, parce que ces gens-là, ils sont fascistes, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont. Mais en tout cas, ils ne font plus partie de la discussion démocratique d'une société. Ils sont exclus finalement du débat, ils ne sont plus respectables, ils ne font plus partie du cercle de la raison. Et on peut débattre finalement sans eux, sans avoir à les consulter ou même à les écouter. Donc, et ça, c'est pas seulement en France, c'est un peu partout dans le monde, en tout cas, c'est partout en Europe. La difficulté du débat est, à mon avis, beaucoup liée à ça aujourd'hui. Il y a une semaine à peu près, le journaliste Jean Quatremer, qui a émis des opinions un peu libérales, qui écrit dans Libération, qui est un journaliste qui est un correspondant à Bruxelles, a été convoqué par son journal, Libération, dans une sorte de rencontre disciplinaire pour discuter de ses opinions sur la question de l'immigration et surtout sur la question de la Palestine. Jean Quatremer, je le connais, c'est un homme de gauche depuis toujours. Je m'étais même ostiné sur un plateau avec lui il y a 20 ans de ça. Mais aujourd'hui, on le convoque dans une réunion disciplinaire, dans son journal, le journal pour lequel il écrit depuis à peu près, certainement depuis 30 ans, parce qu'il y a des opinions qui s'écartent un peu de la ligne du journal sur ces questions-là, sur la question de l'immigration et sur la question de la Palestine. Alors, je ne sais pas, vous voyez où en est quelque part rendu le débat, ça c'est la France, mais mon expérience à moi de correspondant étranger, c'est que ce que je vois en France, souvent, 10 ans plus tard, je le vois au Québec, à peu près. Au début, je n'avais pas compris ça. Quand je suis arrivé comme correspondant en France, je pensais au contraire, j'étais comme dans la citation de
Marie-André Lamontagne tout à l'heure. Moi, je représentais l'Amérique. Nous autres, on est bons. C'est l'Europe qui, quelque part, nous copie. C'est ce qu'on fait qui arrive en Europe 10 ans après. C'est vrai pour certaines choses. C'est vrai pour certaines choses, mais il y a beaucoup de domaines où, moi, j'ai découvert avec le temps, tranquillement, que les problèmes d'immigration qu'il y avait en France, des problèmes dans le débat politique, finalement, arrivaient ici, au Québec. Et c'est pas... J'entendais tout à l'heure quelqu'un dire qu'il faut pas importer au Québec la polarisation européenne. Gérard Bouchard dit ça très souvent. Il disait ça à l'époque de la commission Bouchard. Je l'appelle Bouchard parce que M. Taylor n'est plus d'accord avec les conclusions de la commission. Je l'appelle comme ça. Mais à cette époque-là, il disait qu'il ne faut pas importer le débat français. Mais ce n'est pas une question de l'importer, c'est que les mêmes réalités arrivent ici. Elles arrivent progressivement, elles arrivent tranquillement. Et la polarisation du débat français, je sens bien qu'elle s'en vient ici, puis je pense qu'elle va arriver, elle va finir par arriver. Puis ça vaut la peine de le comprendre, puis ça vaut la peine de savoir qu'on n'est pas un îlot isolé dans le monde. Les mêmes courants, les mêmes grands débats et les mêmes tendances, je dirais, aujourd'hui à la censure et à la limitation du débat vont nous rattraper. En France et au Québec, on vit, je dirais que le débat politique en France et au Québec est menacé, mais pas tout à fait de la même façon. En France, on connaît la situation des universités américaines où le wokisme, appelons-le le wokisme, parce que j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais bon, j'en trouve pas d'autres. Peut-être j'ai longtemps été réticent à utiliser ce mot-là, mais bon, aujourd'hui, j'accepte de l'utiliser. Où le wokisme, donc, a dominé beaucoup dans les universités américaines. En France, ça a pris du temps avant que ces choses-là arrivent, et c'est pas vraiment arrivé comme ça. Les grandes questions concernant la censure, concernant le débat politique, ne sont pas vraiment arrivées par les universités. Elles sont arrivées, je dirais, en France, beaucoup par les lois mémorielles. En 1990, je pense, les Français adoptent la loi Guessot, qui est une loi votée afin de réprimer les actes racistes, antisémites et xénophobes. La France était évidemment la négation de l'existence de la Shoah. La France était le seul pays avec l'Allemagne à avoir une loi comme ça à l'époque. Mais on a vu à partir de là se développer tout un appareil juridique qui tranquillement, quelque part, instaurait ce qu'on pourrait appeler une forme de délit d'opinion. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer combien de... Je ne connais pas d'hommes politiques en France ou d'intellectuels un peu connus qui n'ont pas été poursuivis une fois devant les tribunaux pour un délit d'opinion, pour avoir eu des propos qu'on juge, je ne sais pas, islamophobes, qu'on juge racistes, qu'on juge tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, le débat, la criminalisation d'une opinion, aujourd'hui, est en train de paralyser le débat politique dans un pays où, je dirais, à la limite, il était parmi les plus libres au monde. Et donc, il y a tout un appareil juridique qui s'est créé à ça. En 2005, il y avait 19 grands historiens français qui avaient fait une grande tribune pour dire « Arrêtez les lois mémoriales, arrêtez ce genre de lois-là qui criminalisent des opinions. » Évidemment, on les a pas écoutées à cette époque-là. Je dis que tout le monde a été poursuivi à un moment donné devant un tribunal en France pour ses opinions. On pense à Charlie Hebdo, Raphaël Antoven, Éric Zemmour, Rima Hassan récemment a dû comparaître. On a trouvé des choses un peu bizarres dans son sac, mais elle a dû comparaître. Elle a dû comparaître pour incitation, pour avoir cité un terroriste, un personnage qui n'est pas très respectable, mais on a quand même le droit de le citer, qui est un ancien terroriste japonais qui a fait un coup à l'aéroport de Tel Aviv, où ils ont tué, je pense, 26 personnes. Bon, c'est pas des gens à citer, mais dans un débat politique, je veux dire, on peut citer qui on veut. Et Mme Hassan est poursuivie devant les tribunaux pour ce genre de choses-là. En 2022, la France a créé l'ARCOM en fusionnant un certain nombre d'organismes qui existaient déjà. L'ARCOM, c'est une
C'est un organisme de régulation de l'audiovisuel français. Ça concerne aussi Internet maintenant. Et pour moi, c'est ce que j'appellerais véritablement le retour d'un bureau de censure. En tout cas, je pense que si ça existait au Québec, là, personne n'hésiterait à qualifier ça de bureau de censure. L'ARCOM réglemente à la seconde, à la minute près les interventions politiques à la télé, au point où c'en est ridicule. On voit des journalistes interviewer quelqu'un, un invité politique qui soit de n'importe quel parti, et au bout de 15 minutes, il dit « Écoutez, monsieur, je suis obligé d'interrompre notre entrevue parce que là, l'ARCOM ne me permet pas de faire 1 minute de plus avec vous. Le temps est décompté. » C'en est ridicule. On se retrouve dans des émissions aussi où les animateurs slaloment un peu entre les déclarations de leur invité en disant « Oh, ça, je me permets de modérer cette opinion-là parce qu'on va se retrouver avec une amende de l'ARCOM. » Et donc, on slalome comme ça, en le disant d'ailleurs, hein, il y a des animateurs qui le disent « Si vous dites ça, l'ARCOM va nous sanctionner. » Ça se dit à la télé. Il y a eu des amendes comme ça jusqu'à 100 000 €. Hein? CNews a été condamné par une amende de 100 000 € pour des propos de la députée Noëlle Lenoir et de la journaliste Françoise Laborde sur l'immigration algérienne en France. Il parlait des problèmes de l'immigration algérienne en France. Donc, c'est un peu, je dirais, ce qui menace aujourd'hui le débat politique français, c'est une censure qui vient d'en haut, qui est comme décrétée d'en haut, verticale. Chez nous, je pense qu'elle est horizontale. C'est une censure différente. Et je pense qu'on vit des difficultés dans le débat politique au Québec qui mènent au même résultat, mais qui sont d'origine différente. Et je dirais qu'au Québec, la censure, ça prend souvent la forme du silence. Pour éviter un débat, on n'en parle pas. C'est tout. C'est comme si ça n'existait pas. Et combien de fois, moi je vis en France, donc je suis au cœur du débat, ça discute de partout. Là, j'ouvre les journaux québécois, je regarde, ça n'existe pas. C'est comme si on regardait ailleurs, quelque part. Un bel exemple de ça, c'est qu'on a connu, je ne sais pas si à l'époque de la COVID-19, le phénomène étrange qui s'est appelé Didier Raoult, une espèce de professeur un peu hirsute, bizarre, qui avait des théories étranges, mais que tout le monde a interviewé en France. J'ai dû voir 10 entrevues de Didier Raoult en France. Il y en a probablement eu autant en Italie, autant en Allemagne, autant en Espagne. Les Britanniques venaient l'interviewer. Ça faisait de la belle télé, là, quoi. Ce personnage était assez original, un peu déjanté. Au Québec, rien. Il y en a eu une au Québec. Il y en a eu une entrevue au Québec, faite avec Didier Raoult, et elle a été faite par Stéphane Bureau à Radio-Canada, qui a décidé de briser le silence, mais mal lui en pris, hein, parce qu'il a été blâmé par Lon Bousman de Radio-Canada. Évidemment, il est parti, il a claqué la porte, il est en France aujourd'hui. Bon. Oui, c'est bien. C'est bien pour les Français, mais peut-être pas pour nous autres. Alors, et lui a expliqué, justement, qu'il avait fait ça pour briser ce que je pense être le mur du silence. Et au nom de l'information, c'est pour ça qu'il a franchi cette interdiction-là. Et il disait, il faut arrêter de réduire la surface éditoriale au nom d'une précaution qui mettrait le public à l'abri de lui-même. Et c'est ce qu'il avait dit en ondes à l'époque, mettre le public à l'abri de lui-même, comme si le public n'était pas adulte, comme s'il ne pouvait pas choisir par lui-même ce qu'il pensait, comme s'il lui fallait un contrôle parental, comme celui qu'on impose à nos adolescents là, sur leur téléphone portable. J'ai parfois l'impression que nous, les Québécois, on se fait traiter comme un peuple d'enfants, comme un peuple enfant, pas capable de supporter ce genre de débat-là, alors qu'on est des adultes comme n'importe qui, qu'on est capable de supporter les mêmes débats et de tirer nos conclusions sur les mêmes questions qu'on pose en France, en Allemagne, en Belgique ou ailleurs. On connaît le fameux scandale des pensionnats autochtones, ici, qui éclate à Kamloops.
ça va faire le tour du monde. Hein. Le premier, je pense, qui en parle même, c'est le New York Times. C'est à peu près 24 heures après, c'est le New York Times qui titre là-dessus on a découvert des charniers. Oui, bon. Tout de suite, les Autochtones là-bas vont corriger. Ce n'est pas des charniers, ce serait plutôt des tombes, c'est pareil. Le New York Times n'a jamais fait la correction là-dessus, jamais fait d'erratum, on l'attend encore. Mais des années plus tard, on s'aperçoit qu'on n'a pas trouvé, on n'a rien trouvé. Il n'y a pas un os ou une moitié d'os qui a été trouvé. Il y a eu 2 fouilles de fait, une en Colombie-Britannique, puis l'autre au Nouveau-Brunswick, je crois. On n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé. Mais qui a eu le courage de le dire? Silence. Silence encore. Silence. Il y a quelques chroniqueurs courageux, je dirais, qui l'ont dit. Jean-François Lisée dans Le Devoir, Isabelle Haché dans la presse. Il y a eu Jonathan Kay aussi dans Couillette qui l'a dit. Jacques Rouillard, comme universitaire, qui a travaillé beaucoup là-dessus. Mais pour le reste, c'est un silence. C'est une sorte de... Quand je vous dis que c'est le silence, la censure au Québec, ça prend la forme du silence. On regarde ailleurs. Ces gens-là l'ont dit, mais ça n'a pas été repris. Ça reste là et ça ne passe pas à l'histoire. Ça reste dans le vague, dans le flou. Et c'est un silence, c'est un mensonge, je dirais, qui s'entretient lui-même. Un dernier exemple qui m'a fasciné, moi, c'est le fameux tueur fou, le 10 février 2026, à Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique. 7 personnes de mortes. Le jeune homme, la personne, en tout cas, qui a fait ça, c'était un trans, c'était quelqu'un qui était un homme, mais qui se désignait aujourd'hui comme une femme. Et il y a des journaux qui l'ont appelé, qui ont dit que c'était une femme, à peu près tout le temps. Tout le monde a dit que c'était une femme. Bon, c'est la façon de le dire, d'accord? Mais il y a des journaux qui ont caché même le fait que c'était quelqu'un qui avait fait ce qu'on appelle une transition. Mais si c'est une femme qui a fait cet attentat-là, comme journaliste, la première chose qu'il faut titrer, c'est que c'est la première fois que ça arrive, que ça soit une femme. Il n'y a jamais eu d'attentat, de meurtre en Série fait par une femme au Canada. Aux États-Unis, il y en a eu 2, à peu près, sur je ne sais plus la quantité de meurtres en série. Il y en a eu 2, dont un fait par un couple. Donc, c'est que tout le monde avait des doutes. Tout le monde se disait, ouais, c'est une femme, mais bon, peut-être pas. Hein? Sinon, il fallait le faire, le titre, là, premier grand meurtre en série fait par une femme. Alors, donc, on entretient, on garde quelque part cette espèce de non-dit et d'une certaine façon, on se ment à soi-même. C'est la plus belle illustration que moi j'ai vue d'une phrase de Solzhenitsyn où il dit « Nous savons qu'ils mentent, ils savent qu'ils mentent, hein? Ils savent que nous savons qu'ils mentent, nous savons qu'ils savent que nous savons qu'ils mentent. » Et pourtant, ils persistent à mentir. La formule, je trouve, est absolument extraordinaire. Et quand j'ai vu l'affaire de Tumbler Ridge, je me suis dit, mais c'est ça. On ne le dit pas. On ment. Oui, bon, c'est vrai, on s'accommode un peu avec la réalité. Et puis, tout le monde entre dans ce jeu-là. On se ment tranquillement et finalement, tout va bien. On est confortable avec ça. Hein? C'est la formule de tout à l'heure. Le Québec, c'est aussi un pays d'autocensure, d'une certaine manière. En 2021, il y a eu une enquête importante qui a été faite qui montrait que 60% des professeurs au Québec s'auto-censuraient, disaient, eux, s'auto-censurer et même mettre de côté des sujets de recherche complètement de côté parce qu'ils considéraient que ça pourrait nuire à leur carrière, parce que ça serait mal vu de leur père. Pour ça que j'ai trouvé assez rigolo récemment. Il y a quelques mois, Francis Dupuy-Derry disait que la loi québécoise sur la liberté d'opinion à l'université était inutile parce qu'il y avait eu 3 plaintes, ou 2, je ne sais plus quoi, 2.
Mais c'est ne pas tenir compte de l'autocensure. Bien évidemment, c'est sûr qu'il y a 2 ou 3 plaintes. Mais qu'est-ce qui fonctionne? C'est l'autocensure. Je veux dire, le but de la censure, c'est de provoquer l'autocensure. Une société ne peut pas fonctionner en censurant les choses de manière permanente. Il faut que les gens acceptent quelque part de s'auto-censurer. L'autocensure, le professeur de Boston, Glenn Loury, il définissait ça comme un processus qui pousse des gens dont les convictions sont fondées, mais différents néanmoins sur certains aspects de la sagesse commune, à être contraints par crainte d'ostracisme, d'éviter d'exprimer ouvertement leurs opinions. Combien de débats, je dirais, ici, à Radio-Canada, où quelqu'un de gauche débat avec quelqu'un de gauche? C'est très souvent, moi, il m'arrive, je sais qu'il y a un débat sur ce sujet-là, ils sont tous d'accord. Bon, c'est peut-être ma déformation française qui m'amène à ça, mais c'est régulier et je dirais que dans la presse, on voit de plus en plus aussi des articles où on n'interviewe qu'un côté de la médaille. On n'interviewe que les pour ou que les contre. Les Américains ont trouvé un mot pour parler de ça. Ils disent que c'est la fin du both-sidism. Le both-sidism, c'est la vieille tradition des journalistes classiques de dire, ben, si j'interviewe un pour, il faut que j'interviewe un contre. C'est évident. Mais quand l'opinion adverse est inacceptable, quand elle est d'extrême droite, quand elle est raciste, quand elle est islamophobe, mettez-en des noms, ben, pourquoi l'interviewer? Pourquoi aller voir ces gens-là aujourd'hui? J'ai eu un échange là-dessus avec un ancien journaliste qui s'appelle Pierre Sormani, où j'expliquais un peu ces choses-là. Lui, il me disait au contraire qu'il se félicitait que l'arrivée notamment de Donald Trump aux États-Unis ait suscité et provoqué un journalisme militant chez les journalistes. Et donc, l'abandon de ces vieilles traditions-là qui consistaient à interviewer les gens des 2 côtés. Il disait justement que les journalistes avaient justement pas à se recentrer et à traiter l'arrivée de Trump dans toutes ses dimensions et avec toutes les nuances qu'elle exige. Il voyait ça comme une erreur. Il écrit, c'est justement ce sur quoi mise Donald Trump. Il attaque à fond de front les bases de la démocratie américaine et ses règles et les règles de la justice, emprisonne illégalement, ment ouvertement, dirige vers lui et ses proches des milliards de fonds publics et compte sur l'objectivité de la presse pour que cela passe comme une nouvelle normalité. Je pense au contraire que devant des gestes aussi contraires aux règles sociales et politiques, la presse a le devoir de s'indigner et qu'elle ne le fait, hélas, pas assez. Comme si le devoir des journalistes, c'était de s'indigner. C'est comme si le devoir des journalistes, c'était pas de mettre les faits là, d'interviewer les pour et les contre, et de laisser le public juger. Il y a des grands dirigeants de la presse américaine qui ont considéré que la presse américaine avait fait une erreur, notamment au moment de la première élection de Donald Trump, en se lançant de manière massive dans une campagne contre Donald Trump. Ça correspondait à l'époque à l'arrivée à toute une génération nouvelle de journalistes. Et quelqu'un comme Dean Baquet, par exemple, Dean Baquet, qui était assistant éditeur, je pense, au New York Times à l'époque, au moment de prendre sa retraite, a dit peut-être que les gens, dans le fond, auraient moins voté Trump si on avait, nous, été moins militants contre Trump. Si on avait plus essayé d'expliquer les fondements, comme normalement, en tout cas, un journaliste devrait le faire. On a vécu ce genre il y a beaucoup de gens qui ont tiré ce bilan-là de la presse américaine. Je pense je vous citais Baquet, mais pensons à Barry Weiss, à Jacob Siegel, à Matt Taibbi. Il y a énormément de journalistes américains qui ont écrit sur cette période-là et sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, écoutez, il faut... Les meilleures choses ont une fin. Il faut terminer, mais je terminerai en vous citant Hannah Arendt.
Hannah Arendt, c'est une philosophe, mais ça a aussi été une journaliste. C'est-à-dire, c'est une philosophe-journaliste qui a senti le besoin de couvrir le procès d'Eichmann, par exemple, au début des années 60, en se disant, il n'y a pas juste la philosophie dans la vie, il faut aussi peut-être la mettre à l'épreuve de la pratique. Et elle disait, à partir du moment où nous n'avons plus de presse libre, tout peut arriver. Ce qui permet à une dictature totalitaire ou à toute autre dictature de régner, c'est que les gens ne sont pas informés. Comment pouvez-vous avoir une opinion si vous n'êtes pas informé? Si tout le monde vous ment en permanence, la conséquence, ce n'est pas que vous croyez les mensonges. Vous ne les croyez pas, mais plutôt que personne ne croit plus à rien. Donc, les mensonges, on les voit. Mais le problème, c'est que quand on nous ment en permanence, on ne croit plus à rien. Et on vit beaucoup dans des sociétés, en tout cas menacées aujourd'hui par ça. Bien, merci. C'est votre bouteille d'eau, vous l'avez? Ah, bon, un peu. Micro 1. Merci. Alors, nous allons avoir un échange et puis nous allons garder un petit peu de temps à la fin pour quelques brèves questions au micro et en ligne. Étant donné que je suis en conflit d'intérêts, étant à la fois juge et partie par rapport au temps, je vais maintenant me référer à la personne qui est seule maître à bord ici, après Dieu, Muriel. Donc, tu vas... Donc, Christian Rioux, vous êtes un observateur privilégié des dynamiques sociopolitiques, tant au Québec qu'en Europe, particulièrement en France. Vos années comme correspondant à Paris vous ont permis d'analyser les tensions entourant l'immigration, la laïcité, l'identité nationale et l'universalisme républicain face à la montée du communautarisme et du wokisme. Moi, j'ai adopté le terme, c'est plus court que néo-progressisme intersectionnel. Voilà. Votre récent départ du quotidien Le Devoir, que vous avez qualifié de congédiement, je vous ai entendu là, avec Stéphane Bureau le 11 février, la Contact, en lien avec vos positions critiques sur certains enjeux identitaires et l'instauration d'un climat de censure, faites de vous une figure centrale pour aborder la question de la liberté d'expression et du pluralisme dans nos sociétés démocratiques. Alors tout d'abord, bienvenue chez vous à Montréal. Bienvenue de retour. Merci. Dans le cadre de ce 3e forum de l'Association des Québécois unis contre le racialisme à Cure, dont le thème interroge les tensions pesant sur nos idéaux de justice et de vivre ensemble, me permettez-vous de vous poser quelques questions? On est là pour ça. Je vais lire une phrase de votre livre « Voyage à l'intérieur des petites nations » qui, parmi tant d'autres, ont retenu mon attention. Alors, on se promène à travers plusieurs pays. C'est toujours inquiétant, ça, quand on se fait sortir des choses qu'on a écrites il y a longtemps. Et puis, on s'en va en Slovénie. Et la phrase est la suivante. Et évidemment, là, on se réfère à notre expérience au Québec ou ce que cela aurait pu être. La situation fut suffisamment tendue après le référendum, en Slovénie donc, pour que l'épiscopat se porte à la défense des Serbes vivant en Slovénie. Les Slovènes, donc citation, les Slovènes ont soudain découvert qu'une nation moderne ne doit pas être basée sur la race. Alors, voilà ce qui s'est passé en Slovénie, où il y avait une population, si on veut, peut-être plus dominante, les Serbes, et qu'est-ce que ça serait, nous, si on veut, au Québec, suite au Grand Soir, où on aurait une minorité dominante, là, comme on dit, une minorité majoritaire, puis notre relation avec cette entité-là. Alors, j'avais quelques petites questions et on prendra le temps qu'on aura pour y répondre.
Et là, j'ai pas mon lutrin. La technique, hein? Au vieux papier et les crayons. Je peux peut-être meubler le temps en disant, vous avez parlé de communautarisme, je trouve que je ne l'ai pas mentionné dans ma présentation, mais le communautarisme, c'est un ennemi de la liberté d'opinion. C'est un ennemi, c'est terrible comme ennemi de la liberté d'opinion parce que dans une communauté, on n'est pas libre. C'est dans une nation citoyenne qu'on est libre, quand on devient un citoyen. Mais tant qu'on est dans sa communauté, ben, tout le monde nous regarde, il faut respecter les traditions, la façon de faire. On n'est pas complètement un citoyen, complètement un individu. Et le retour au communautarisme qu'on voit un peu partout, c'est vraiment un frein à la liberté d'opinion terrible et au débat, donc au débat politique, parce que chacun débat à partir de sa communauté, de ce qu'il peut dire dans sa communauté, s'il est acceptable de dire aujourd'hui. Donc, et ça fait parfaitement le point avec ma première question. Bon. Et je vous remercie pour votre patience et votre indulgence. Donc, sur le modèle québécois, entre universalisme et communautarisme. Donc, dans vos écrits, notamment dans l'Énigme québécoise, vous soulignez que le nationalisme québécois est souvent accusé à tort d'être conservateur ou ethnique par une certaine gauche qui lui reproche en réalité de ne pas s'être converti au communautarisme ou au multiculturalisme canadien. Vous opposez à cette vision une approche plus républicaine qui libère l'immigrant de sa communauté pour en faire un citoyen. Alors ma question, M. Rioux, face aux pressions constantes du modèle multiculturel canadien et à la montée des revendications identitaires, croyez-vous que le Québec possède encore les outils politiques et culturels nécessaires pour maintenir un universalisme de type républicain, ou sommes-nous inévitablement en train de glisser vers une société fragmentée en communautés juxtaposées? Je pense que c'est pas fait, ça. Ça nous menace, mais je pense que c'est pas fait. Il y a 15 ans, j'avais interviewé un spécialiste des religions à l'Université d'Ottawa, M. Meunier ou je ne sais pas quoi, quelque chose, en tout cas, je ne me souviens plus de son nom. Et le débat sur la laïcité commençait à ce moment-là. Et lui, il a fait des recherches, voilà, c'est quelqu'un qui travaillait à ce sujet-là depuis des années. Et il m'avait dit, c'est pas clair si le Québec va pencher du côté de la laïcité ou du côté de la tolérance des religions communautaristes, justement, à l'anglo-saxonne. Il dit, c'est pas joué. Et puis, aujourd'hui, on a une loi sur la laïcité. C'était pas joué, c'était pas évident qu'on aurait au Québec une loi sur la laïcité, puis qu'on se contenterait pas de faire comme le Canada anglais, c'est-à-dire essayer de faire vivre ensemble toutes les religions. Hein. Je me souviens d'un cas en Ontario où des parents s'étaient plaints parce qu'on distribuait des tracts religieux à l'entrée de l'école. C'est une polyvalente. Ils distribuaient des tracts religieux. Puis la direction de l'école avait dit, ben vous êtes athées, vous n'avez rien qu'à distribuer vos tracts. C'est tout. Ah bon. Comme si les agnostiques et les athées avaient des choses à défendre sur ces questions-là. Et donc, le Québec a quand même choisi la laïcité. Donc, je pense que c'est pas joué au Québec. Et qu'il y a un ressort, en tout cas, il y a un ressort chez les Québécois, républicains, entre guillemets, appelons-le comme ça, sans nier leurs origines. Il y a un ressort là-dessus, je pense, chez les Québécois, et je pense que c'est loin d'être joué, et moi, je demeure assez confiant sur ça. Les astres sont alignés parce que ma seconde question porte sur la laïcité de la loi 21 comme pilier du vivre ensemble. Vous avez ardemment défendu la loi sur la laïcité de l'État, la décrivant comme une législation unique en Amérique du Nord, essentielle pour garantir la neutralité de l'école publique face à l'exhibition de signes religieux. Pourtant, cette loi est souvent attaquée au nom d'une certaine conception de la justice et des droits individuels. Nous avons eu une conférence un peu plus tôt là-dessus. Question, comment répondez-vous à ceux qui affirment que la laïcité, telle qu'appliquée par la loi 21, crée des tensions et exclut certaines minorités de notre idéal de vivre ensemble, alors que vous soutenez au contraire quelle est la condition sine qua non d'un véritable universalisme et d'une intégration réussie? La laïcité, ça n'exclut personne. Au contraire, ça permet
à tout le monde d'être là et d'être, je dirais, à égalité. Le Canada anglais et le Québec, on a des histoires différentes là-dessus, complètement différentes. Hein? Et en particulier, le monde anglo-saxon, les Pilgrim Fathers ont fui la répression religieuse par l'État. Ils sont venus quelque part se libérer sur la côte est américaine. Et ils ont la hantise d'un État qui interdirait les religions. Nous, on n'a pas du tout cette histoire-là. Nous, on a l'histoire d'avoir une domination religieuse, quelque part, qui nous étouffait, qui entrait dans notre vie privée. Les curés venaient compter combien il y avait d'enfants dans les maisons. Donc, nous, on sort de comme les Français, d'ailleurs, même si pour les Français, c'est beaucoup plus vieux, c'est beaucoup plus ancien, ça date du 19e siècle. Mais donc, on sort de ce monde-là. Et c'est pour ça que la laïcité, pour nous, répond quelque part à notre aspiration, à notre désir comme société de faire en sorte que la religion reste une affaire privée, en tout cas une affaire qui ne concerne pas l'État. Les religions peuvent s'exprimer sur les places publiques, partout. On peut avoir des crucifix, on peut avoir des croix musulmanes, on peut avoir ce qu'on veut. Mais l'État, lui, est religieux, comme je le disais. Et donc, on a des histoires différentes. La question au Canada qui se pose, c'est est-ce qu'on a le droit d'être nous-mêmes? Est-ce qu'on a le droit d'avoir notre histoire, notre façon d'être, notre façon de faire, notre façon de penser? La Cour suprême européenne a validé toutes les lois françaises sur la laïcité. Est-ce que la Cour suprême canadienne va faire la même chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on est soumis, nous, comme je disais tout à l'heure, à l'approbation d'une autre nation. Nous, on a fait notre consensus, on est d'accord entre nous, mais il semblerait qu'il y ait une autre nation qui doive aussi être d'accord avant que ça puisse s'appliquer. Une troisième question de 5 ici. On a eu d'ailleurs hier une conférence là, à propos du fameux rapport du Breuil. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de le feuilleter un peu. Et c'est son rapport à l'intégration à la nation québécoise. Donc, notre forum a abordé la question de ce récent rapport du commissaire de la langue française, Benoît Dubreuil, qui propose un parcours d'intégration obligatoire pour les immigrants afin de renforcer le français comme langue commune et d'améliorer la cohésion sociale. Vous avez souvent traité des défis de l'immigration et de l'intégration tant en France qu'au Québec. Vous en avez parlé là, un petit peu plus tôt. À la lumière de votre observation des modèles d'intégration européens, notamment les ratés du modèle français et les défis de l'immigration massive, considérez-vous que les recommandations du rapport du Breuil pour une intégration plus encadrée à la nation québécoise sont suffisantes pour préserver notre culture commune face aux dynamiques de ghettoisation que vous avez souvent dénoncées? Moi, je suis favorable effectivement à des parcours d'intégration comme ça, mais je pense qu'il ne faut pas exagérer l'importance des modèles d'intégration. C'est pas un modèle d'intégration qui fait que les gens s'intègrent. C'est le nombre, c'est la capacité et la force, je dirais, d'une culture à intégrer des immigrants, à intégrer des gens qui viennent de l'extérieur. Une culture forte, elle intègre, quel que soit son modèle. Elle peut se donner tous les modèles qu'elle veut, elle peut voter toutes les lois qu'elle veut au Parlement. Une culture forte, ça intègre, si le nombre le permet, évidemment. Une culture plus faible, ben, ça intègre moins. La France intégrait plus à l'époque où elle était une culture forte. Aujourd'hui, elle est une culture moins forte. Elle a plus de misère à intégrer, surtout qu'elle est confrontée à des chiffres d'immigration absolument qu'elle n'a jamais connus dans son histoire. Donc, je dirais qu'il ne faut pas exagérer. Moi, il ne faut pas exagérer la place des modèles d'intégration. Le Royaume-Uni a un modèle complètement différent d'intégration comparé à la France. Il y a les mêmes problèmes d'intégration que la France. les mêmes problèmes de ghettoisation partout. C'est que le Royaume-Uni n'est plus une culture aussi forte qu'elle était, puis est confronté à des chiffres, à des nombres, à des masses d'immigrants qui arrivent, comme on disait tout à l'heure, d'ailleurs, sans nécessairement avoir suivi un parcours, puis vouloir arriver dans un pays où ils vont s'intégrer, mais qui se retrouvent là parce que les portes sont grandes ouvertes. Et étrangement, la première chose qu'ils font en arrivant, c'est de franchir une frontière illégalement. C'est pas la meilleure façon d'entrer quelque part en respectant pas la loi du pays. La première chose que tu fais, c'est de pas respecter la loi du pays qui dit qu'il y a une frontière. Donc, oui, les modèles d'intégration, j'en suis, puis c'est important pour nous d'en avoir un au Québec parce qu'on est minoritaire dans le Canada. Donc, l'intégration à la langue française, c'est pas évident. Donc, il nous faut ça.
mais je pense qu'il ne faut pas exagérer ces modèles-là. Une culture forte s'intègre, quels que soient les modèles, en fait. Soyons une culture forte et ayons des chiffres qui correspondent à nos besoins. Vous avez parlé de liberté d'expression. On pourrait parler de pluralisme dans l'espace public versus les phénomènes de censure et d'autocensure. On est dans le contexte aussi d'un projet de loi fédéral, le projet de loi C9 pour lutter contre la haine. Votre récent départ du journal Le Devoir a suscité un vaste débat sur la liberté de presse au Québec. Bien que vous pourriez dire le contraire, là, à nouveau, là, votre entrevue à Contact avec Stéphane Bureau, vous mentionnez que ce qui vous est arrivé aurait au moins fait l'objet d'un débat senti peut-être dans la presse, là, ce qui peut-être pas tant que ça a été le cas au Québec, mais on en parle ici en tout cas. Et puis, vous évoquez un climat de censure, l'influence grandissante du wokisme et la présence de fact-checkers agissant comme des censeurs idéologues. La Cure a d'ailleurs annoncé là, que votre présentation de culture porterait sur la pluralité des points de vue dans les débats. Alors, si nos institutions médiatiques, qui devaient être les garantes du débat démocratique, cèdent à l'autocensure et à l'homogénéité idéologique par crainte d'offenser, comment pouvons-nous espérer résoudre les tensions qui pèsent sur notre vivre ensemble? Le pluralisme intellectuel est-il devenu la nouvelle victime de nos guerres culturelles? Oui, le pluralisme, quelque part, est la victime, mais ce qui est inquiétant, je dirais, c'est qu'on voit de plus en plus des médias que j'appellerais officiels, les grands médias reconnus, entre guillemets, de référence, hein, on les appelait comme ça auparavant. On voit ces médias-là pratiquer une forme de loi du silence, comme ce dont je parlais tout à l'heure, mais essayer de se carapaçonner pour dire c'est nous l'information, c'est nous les médias. L'exemple de l'entrevue de Paul Saint-Pierre Plamondon la semaine dernière à Rebel News est un exemple fabuleux. Personne n'a parlé de l'entrevue. Qu'est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a dit? As-tu dit quelque chose d'effrayant là-dedans? Tout ça? Non! Il a enfreint, il a blasphémé, il a enfreint la loi non écrite, quelque part, qu'on ne donne pas d'entrevue à des gens qui ne sont pas gentils. C'est pas un ordre professionnel des journalistes. Les journalistes québécois se sont toujours battus pour ne pas avoir d'ordre professionnel. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Moi, je n'ai jamais voulu que ce soit un ordre professionnel. Tout le monde peut s'improviser journaliste. On peut venir de n'importe où si on fait son travail. Si c'est Rebel News qui sort des scoops, ben je m'excuse. Je vais aller les lire, là. Et je pense que le lecteur a droit à ça. Ils ont juste à faire mieux. Ils ont juste à faire la meilleure entrevue avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Et donc, il y a une tendance dans les médias, justement, à se carapaçonner quelque part derrière des grands codes d'éthique. Hein? Le fameux Journalism Project là, qui se développe un peu partout. En Europe, ça se développe énormément. Ça a été mis de l'avant par Reporters sans frontières. Ici, en Amérique, ça se développe. C'est une sorte de, je dirais, de grand code d'éthique là, qui garantit que on est intègre, on fait ci, on fait ça. Oui, je veux bien, mais le journaliste, c'est pas un code d'éthique. Le journaliste, c'est de sortir la nouvelle. Je prends l'exemple des messes, pas des messes, mais des prières de rue à Montréal cet été. Moi, j'étais dans le bas du fleuve, puis c'est mon épouse qui m'a dit ça. Regarde, il y a des prières de rue à Montréal. Ah bon? Vous voyez ça sur Internet. Ah oui, des prières de rue à Montréal. On a attendu un mois avant que la belle presse officielle qui a de l'éthique nous en parle. Elle était où? Qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce qu'elle faisait, cette presse-là? C'est si bonne que ça, c'est si exceptionnel que ça. Moi, je m'excuse, mais je tombe de ma chaise quand je vois le Conseil de presse du Québec dire ce média-là est d'extrême droite. Il va nous dire après que Ababar, c'est d'extrême gauche. Il va nous dire que le Devoir, c'est je sais pas quoi. Je veux dire, c'est-tu drôle du Conseil de presse de se mettre à classer les médias comme ça? Je m'excuse. Et journaliste, celui qui sort de la nouvelle puis qui fait de la bonne information, quel que soit son nom, quel que soit le média. Une dernière question avant de passer là, à l'auditoire sur l'avenir des petites nations face aux idéologies mondialisées. Dans votre ouvrage « Voyage à l'intérieur des petites nations », c'est d'où j'ai tiré la phrase tout à l'heure,
Vous explorez la visibilité, mon erreur, la vitalité et la vulnérabilité des nations sans État ou de taille modeste. Aujourd'hui, ces petites nations comme le Québec font face à des courants idéologiques mondialisés, qu'il s'agisse de racialisme anglo-saxon ou de néo-progressisme. Monsieur Rio, en tant qu'observateur des petites nations, pensez-vous que le Québec, avec sa spécificité francophone en Amérique, est plus vulnérable ou au contraire mieux outillé pour résister à l'importation de concepts comme le racialisme ou le décolonialisme qui tendent à redéfinir nos idéaux de justice en fonction de l'appartenance identitaire plutôt que l'universalisme citoyen? On est vulnérable au Québec au mode idéologique, je dirais. C'est vrai, et c'est ce que je disais tout à l'heure, comme on est une petite nation, comme on est un peu tricoté serré pour des raisons, pour des très bonnes raisons, hein, des raisons historiques qui s'expliquent, qui sont compréhensibles, qui sont nécessaires même. Oui, on est vulnérable, on est assez vulnérable au Québec au mode idéologique. On adopte rapidement tout le vocabulaire du wokisme, par exemple, on a adopté ça très, très, très rapidement. C'est comme si ces mots-là avaient toujours existé. Je vous disais que moi, j'hésitais à dire wokisme encore parce que je suis un vieux réactionnaire blanc, je sais pas quoi, là. Mais moi, j'attends que les mots, je trouve qu'un mot, ça doit avoir au moins 20, 30 ans, peut-être même plus, 40 ans, peut-être même un siècle mais là, maintenant, aujourd'hui, on les met dans le Robert, puis bon, dans 10 ans, on va les enlever parce qu'il y a ces mots-là qui s'imposeront pas. Mais oui, c'est vrai que moi, c'est Jacques Ferron disait, le Québec, c'est une maison sans porte ni fenêtre. Je trouve que des fois, ça nous représente bien que on s'en construit des portes, puis on s'en construit des fenêtres, puis on est capable de faire ça. Mais il faut les construire, nos portes, il faut les construire, nos fenêtres, puis il faut des frontières pour vivre normalement. Une société sans porte ni fenêtre, c'est une société qui va mourir, qui va disparaître. D'où l'importance d'avoir au Québec des frontières. Mais c'est vrai qu'on est très vulnérable à ces idées-là et il faut en être conscient, il faut le savoir, il faut se battre contre ça. Merci. Et puis, en fait, je pense que l'expression consacrée, c'est que vous, comme moi d'ailleurs, vous avez trop de privilèges pour utiliser un mot comme wokisme. Cependant, comme disait un conférencier hier, les mots, je pense qu'on peut se les réapproprier et ne pas les concéder à l'adversaire idéologique. On parlait de 3 grandes glaciations intellectuelles en Occident, le stalinisme, le maoïsme et maintenant. Et ça passe beaucoup à travers le langage. Je vais passer la parole à notre auditoire pour poser quelques questions. Donc,